Donc, les facteurs de risque par rapport à la crise suicidaire vont être bien sûr l'adolescence elle-même en tant que processus même de maturation du sujet, hein, dans ses évolutions, qui, je le redis, hein, sont de divers ordres, à la fois physiques, psychiques, physiologiques et existentiels. J'insiste là-dessus parce que c'est des remaniements qui s'opèrent. Les antécédents personnels, j'y reviendrai aussi sur le facteur, en tout cas génétique ou pas, de cette question-là, parce qu'on a dit des choses qui me semblent parfois erronées, mais il est évident que la propension, en tout cas, de la tentative de suicide et du suicide sera majorée du fait qu'il y a un antécédent aussi familial qui fait partie des facteurs de récidive. Voilà. Et aussi le facteur personnel, c'est-à-dire que la personne aussi qui est déjà passée à l'acte suicidaire, et ça c'est très important de le savoir, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a aussi un antécédent personnel de passage à l'acte. Les troubles psychiques sont aussi des facteurs prépondérants aussi par rapport au passage à l'acte, hein. Je passe aux facteurs dépressiogènes. Nous minimisons aussi, il me semble, en tant que professionnels, à commencer par nous, professionnels, le taux de dépressivité de nos adolescents. Nous sous-estimons aussi ce mal-être en termes de dépressivité. C'est pour ça que je reviendrai sur les enjeux actuels aussi qui seraient, voilà, qu'il faut prendre en compte, et d'où une démarche clinique très importante que nous devons avoir, que ce soit la question de la dépressivité de l'adolescence, des troubles psychotiques, voire la schizophrénie, les troubles anxieux de manière générale, parce que nous avons des jeunes qui sont très anxieux, et comme je vous le redisais, le baromètre actuellement, hein, qui est énorme et très en lien avec le contexte de la Covid actuellement, montre que le taux d'anxiété atteint 20 à 30% d'adolescents. Je pense qu'on est en dessous encore, mais que ce n'est pas un lien de cause à effet direct lié, je le redis, au contexte, sinon une cristallisation, comme les violences intrafamiliales, hein, que nous avons, ou conjugales, lors des confinements en tout cas. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu émerger de par les expertises que j'ai eues, hein, notamment les abus sexuels qui ont explosé, et les violences intraconjugales aussi, de par les confinements qu'il y a eu, mais qui ne sont que pour moi des catalyseurs de phénomènes qui existent antérieurement. Et je pense que ce phénomène aujourd'hui dont on parle, il était temps, hein, je ne le cache pas, parce que là aussi, je m'interroge aussi, c'est d'arriver. Nous sommes actuellement donc sur la période de février 2021, alors que la Covid voilà, a quand même quelques mois en arrière, de s'inquiéter sur ces phénomènes-là qui émergeaient bien avant, et voilà, et en mars notamment 2020. Il va y avoir aussi, bien sûr, et je vais y revenir, hein, les antécédents d'insécurité affective qui vont impacter notamment les maltraitances, et j'y reviens dessus, et aussi les abus sexuels qui participent aussi à ces comportements-là. Donc, les manifestations chez les adolescents ou chez les jeunes vont être des comportements de retrait avec une recherche d'isolement, de repli, un appauvrissement affectif qui va contraster avec le fonctionnement habituel du jeune. Il peut y avoir aussi comme facteur précipitant tous les contextes de deuil, quels qu'ils soient, des pertes douloureuses, des ruptures affectives, tous les contextes de précarité aussi familiale, qui vont générer aussi chez certains aussi des investissements qui soient scolaires, des fléchissements de résultats, voire un absentéisme scolaire, jusqu'à allant pour autant à la déscolarisation. Il faudra faire, et ça c'est important aussi de le repérer, l'un des premiers signes cliniques qu'on repère. Alors je ne dis pas que tous les jeunes vont aller sur ce registre-là de la crise suicidaire, mais l'un des baromètres aussi chez l'adolescent et l'enfant, en tout cas, ce sont les douleurs abdominales et les céphalées, et qui, quand on dédouane toute cause bien sûr somatique, organique, sont des facteurs aussi, en tout cas de symptomatologie première du mal-être chez l'enfant. Et ça, je vous dis ça parce que c'est important de faire du repérage, on y reviendra, et de la prévention, et notamment chez ces jeunes qui vont sans cesse voir le médecin ou voir l'infirmière scolaire sur des motifs et des plaintes. J'ai mal au ventre ou je peux avoir mal à la tête. Donc on dédouane bien sûr la question organique, somatique, mais de voir aussi et d'interpeller aussi, je vous parlais de l'anxiété, mais des somatisations, voilà, qui peuvent être là.
Il peut y avoir aussi, et ça aussi, c'est des facteurs qu'il faut absolument analyser et actuellement qui sont prégnants aussi sur les réseaux sociaux, tout ce qui va être les propos ou les écrits sur les allusions explicites du jeune, qui va être, qui peut dire, qui veut clairement, je vais me foutre en l'air, le publier aussi ou pas. Alors, il y a beaucoup d'implicites hein, que les gens découvrent après. C'est je ne vous gênerai plus, je vous embêterai plus, qui sont aussi des déclarations qui peuvent être beaucoup plus implicites, beaucoup plus en tout cas moins déclaratives, mais où les gens après font les liens suite au passage à l'acte. Et on peut avoir aussi des comportements très calmes. Chez les adolescents, je voudrais insister aussi sur le phénomène, je vous parlais des réseaux sociaux, mais sur ces phénomènes aussi d'écho qu'il peut y avoir, sur ces phénomènes de prégnance. Alors, il y avait un chanteur à l'époque qui avait généré cela, je pense à Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, qui, lors de son passage à l'acte suicidaire, avait généré en cascade aussi des suicides, aussi sur des vulnérabilités chez certains adolescents et dans ces résonances qui peuvent exister aussi. Parfois, ce sont des facteurs. Alors, je vous le dirai, hein, je vous énonce des choses, mais je vais y insister parce que c'est important. C'est un cumul de facteurs qui va faire le passage à l'acte et je vais expliquer comment s'opère ce processus. Mais voilà, il y a aussi ce facteur-là d'identification qui est complètement légitime à l'adolescence aussi, mais qui parfois, dans les échos et les résonances, est un facteur aussi additionnel. Et qui va participer à ça. L'environnement de changement familier, par exemple les déménagements, l'école, les amis, le voisinage, la perte de tous ces liens participent. Actuellement, là aussi, en lien avec les réseaux sociaux et l'émergence aussi, la fulgurance des violences qu'il peut y avoir, je pense à un réseau qui a explosé sur le confinement, qui est entre TikTok, en tout cas en France, qui a connu une ampleur massive depuis le confinement et en lien avec la Covid. Et ça va être toutes les humiliations, les dévalorisations, tous les discrédits qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Et même si ce sont des choses qui ont toujours existé, j'insiste sur la nouveauté depuis l'émergence des réseaux sociaux, c'est la fulgurance et la violence que ça a, jusqu'à des violences, j'insiste là-dessus, traumatogènes, parce qu'aujourd'hui, en un clic et en un like, en tout cas, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui ont accès à ça. Et cette violence-là et ces humiliations qui sont dans le bashing, hein, qui sont dans toutes ces pratiques de montrer et de se montrer et jusqu'à montrer les autres aussi, le harcèlement hein, scolaire ou les harcèlements qui passent. Alors le harcèlement scolaire fait partie aussi des facteurs, mais ce harcèlement qui va jusqu'à Internet fait partie aussi des facteurs de risque dont il faut absolument tenir compte. Faut être aussi, là aussi, on passe trop peu à côté de certains signes, notamment dès l'enfance, chez les enfants qui vont exprimer des désirs de fugue, qui soient de chez leurs parents, vous voyez ce sentiment ou scolaire dont il va falloir tenir compte. Des attitudes qui vont être systématiques dans la provocation, la colère et la haine. Je dis ça parce que nous parlons de l'adolescence qui, par essence, l'adolescence, c'est une manière d'exister dans la provocation, mais je le recontextualise aussi dans le contexte du thème, c'est-à-dire que, et ça fait partie des cours que je peux faire aussi en psychopathologie, il y a des attitudes, alors on n'aime pas ce mot, mais on est obligé de les nommer comme ça, du normal au pathologique. Il y a des attitudes entre l'enfance et l'adolescence qui sont du normal et puis c'est dissocié ce qui sont du pathologique. Et là, je m'adresse surtout à tous les cliniciens, qui soient de l'enfance et de l'adolescence. Nous devons aiguiser absolument nos regards sur ce qui est de l'ordre du normal et ce qui est de l'ordre du pathologique. Et la frontière, elle est infime parfois, mais nous, en premier lieu, nous devons vraiment aiguiser notre regard clinique. Et quand je parle d'attitude systématique, d'opposition, voire de provocation, il faut voir ce qui fait la part de l'adolescence normale, ce qui va faire
la traduction d'une adolescence qui traduit des prodromes, en tout cas les prodromes, c'est-à-dire des premiers signes de quelque chose qui est antérieur. Et vous expliquez ça, c'est qu'à un moment, quand on a une adolescence qui est sur des provocations systématiques d'opposition, de violence, d'agressivité, il faut faire aussi une anamnèse, et j'y reviendrai aussi, hein, de l'enfance et aussi intégrer la famille. J'y reviens là aussi, parce que, en tout cas, je ne parlerai que de la France, mais en tout cas, nous négligeons la question de la famille et la prise en charge dans ces processus-là de la famille. On ne peut pas fonctionner, me semble-t-il, uniquement sur un jeune si on fait fi de son environnement, à commencer par la famille, parce que ce sont des éléments précieux qui vont nous être apportés. Et donc, j'insiste là-dessus, avoir un regard systémique, c'est-à-dire sur l'environnement de l'enfant, me semble aussi primordial, mais je reprendrai cela. Donc, quand je vous parle des conduites d'opposition, de provocation, il va s'agir aussi des conduites agressives, des menaces, des brutalités, jusqu'à des passages délictueux qui peuvent là aussi faire partie de l'adolescence, mais c'est comprendre qu'est-ce que viennent nous dire tous ces signes-là, et notamment dans l'escalade des prises de risques qu'il peut y avoir, d'autant plus que ça peut aller dans ce qu'on appelle des conduites ordaliques. Alors chez l'adolescent, c'est aussi des conduites qui existent, et l'ordalisme, c'est les conduites qui vont jusqu'à la frontière d'aller chercher, vous voyez, quelque chose de l'ordre du danger jusqu'à la conduite, jusqu'à la mort. Voilà. Et ça, c'est important. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les consommations aussi, là aussi, font partie des facteurs et qu'il faut interroger, répéter, de toxiques. Alors là aussi, je le redis, même si l'adolescence est une expérimentation et un passage à l'expérimentation de substances, alors, il faut aussi, et là aussi j'insiste sur la France, parce que malheureusement, nous sommes en tête sur certains, ces phénomènes-là sur les ados et chez les jeunes. Il y a ce qui va être de l'ordre de l'expérimentation, et je vous le redis, mon propos ne s'inscrit pas là, mais dans la réitération de consommation, qui vont être des facteurs aussi additionnels et qui peuvent être aussi des facteurs de bascule du passage à l'acte. Donc, il faut comprendre que tous ces facteurs que je vous ai énoncés, ils sont additionnels. Ils ne peuvent pas être isolés. Et comme, et ça j'y tiens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un lien de cause à effet, et que ça va s'inscrire aussi dans la personnalité d'un sujet, d'un jeune, d'un adolescent, et qu'on ne peut pas faire fi à la fois de ce va-et-vient entre la personnalité du jeune et de son environnement, d'où avoir une lecture qui soit à la fois dialectique, c'est-à-dire un double mouvement, à la fois du jeune et à la fois des processus environnementaux qui l'accompagnent et de ce qu'il vit.